Je vais vous demander de vous installer pour qu'on puisse débuter, s'il vous plaît. Non, par contre, je vais demander au président de rester à mes côtés, de me rejoindre tout de suite. Alors tout d'abord, bonsoir à tous et c'est un plaisir de voir cette salle si bien remplie et c'est toujours agréable de se retrouver tous ensemble. Alors vous le savez, les JO, les Jeux Olympiques 2024, eh bien c'est pour bientôt. J'allais dire le compte à rebours est déjà en marche et dans 3 ans, Marseille accueillera pour la première fois, c'est important de le dire, la première fois de son histoire, les Jeux Olympiques. Épreuve de voile, match de football, tout ça je pense que vous le savez tous ici réunis aujourd'hui. Ce sera aussi bien les Jeux Olympiques que Paralympiques de Paris 2024 que nous attendons tous. Le monde entier aura les yeux braqués sur nous, sur notre territoire qui, avouons-le, le vaut bien. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence et de son président, Jean-Luc Chauvin. Bonsoir. Pour lancer tous ensemble le début d'une mobilisation qui soit celle du monde économique. Je vais laisser Jean-Luc Chauvin, bien sûr, vous en dire davantage sur cette intention et sur les enjeux que représente l'accueil des Jeux Olympiques pour les entreprises et pour le monde économique du territoire. Jean-Luc Chauvin, bonsoir. Vous avez un micro juste devant vous qui, j'espère, marche. Oui, c'est bon. Alors, je peux lever le masque. Vous devez le lever, ça sera mieux ainsi. Pourquoi avoir décidé de réunir, j'allais dire, ici et maintenant, les entreprises du monde économique et que représentent à vos yeux les Jeux Olympiques pour un tissu économique local ? C'est le moment des discours, c'est ça ? On peut dire ça comme ça, après vous le dites comme vous voulez. Merci Elsa. On n'est pas obligé de faire un discours. Bien, non mais d'abord bonjour à toutes et à tous et très heureux d'être avec vous ce soir dans un agenda forcément bousculé à cause de l'emploi du temps de la journée de demain qui est l'installation de la nouvelle mandature. Je veux ici saluer d'ailleurs les élus sortants et les nouveaux élus rentrants qui seront installés demain matin avec moi en présence de Monsieur le préfet de région, par Monsieur le préfet de région. D'abord, permettez-moi de remercier de sa présence Madame la conseillère régionale, Madame Isabelle Savon, Campagnola Savon, en charge de l'économie, qui est souvent avec nous. Je dois aussi remercier, j'ai hésité sur la préséance, Monsieur le conseiller régional en charge du sport, mon ami Hervé Liberman, vieil ami comme Isabelle, et puis Éric Semerjean qui est ici aussi, qui est conseiller municipal et qui est en particulier en charge de l'innovation sociale et de la coproduction de l'action publique. Je ne sais pas si j'ai tout bien fait, Éric. Tout bien. Bon, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, merci à vous tous. Merci bien sûr à Cédric du fois d'être avec nous, qui est représentant du COJO sur ce territoire. Je fais peut-être des bêtises dans les noms, tu me corriges, hein, c'est porté un peu compliqué. Merci à Raymond Vidil aussi, qu'on connaît bien dans cette maison, qui a longtemps siégé ici et qui est depuis de nombreuses années en charge des grands événements culturels de ce territoire. Mon cher Raymond, une fois de plus, tu seras mis à contribution avec... On a une habitude ici, MP 2013, MP 2018, je crois faire du teasing avec peut-être MP 2024. On va pas tout dire. Ah mais si je dis pas tout, c'est pas rigolo. Bon, allez, ok. Bon, merci à vous tous et à vous toutes d'être présents pour cet événement. Alors, moi, je suis ravi de vous accueillir si nombreux ce soir. On ne pouvait pas faire plus en fait, parce qu'il y a des sujets de jauge. On est encore un peu ennuyé avec les manifestations sanitaires. Dans ce palais de la Bourse, pour parler de ce rendez-vous majeur qui est l'accueil des Jeux Olympiques, des épreuves, pour être vraiment dans le discours officiel, des épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre territoire va à cette occasion faire partie du club fermé des villes olympiques. C'est dans 3 ans et il est impératif que notre territoire tire toute la pleine quintessence de cet événement. Il est impératif que notre territoire soit présent au rendez-vous des grandes cités de l'olympisme. Et donc, pour moi, c'est un événement majeur, mondial, qui est probablement, je l'ai souvent dit, je vais le redire autrement, l'événement de la décennie en cours et peut-être plus, à la fois par le nombre de journalistes qui vont être présents, à la fois par les retombées économiques directes qui vont être présents, mais aussi par l'ensemble des images qui vont être diffusées aux téléspectateurs et des messages qui vont être passés au monde entier. Au monde entier. Voilà, c'est
Pour moi, je regarde un peu ce qu'on m'a écrit. On m'a écrit plein de choses intelligentes et je suis en train de tout faire à l'envers. Il doit être vert derrière. Pour moi, pour nous, pour le monde économique, c'est un accélérateur extraordinaire. C'est un coup de projecteur extraordinaire. C'est quelque chose, comme on dit, qui arrive qu'une fois dans une vie. Voilà. C'est quelque chose qui arrive qu'une fois dans une vie. Et on a l'obligation d'être au rendez-vous. C'est encore plus que ce qu'on a. On a déjà eu la chance d'avoir de grands événements sportifs, avec la Coupe du Monde de football, on a eu la Coupe du Monde de rugby, on aura à nouveau. Mais c'est exponentiel en termes de résultats. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est au-delà de la capitale européenne de la culture. C'est au-delà de ce qu'on peut connaître. On a une nécessité, par contre, pour être au rendez-vous, c'est de se fédérer. Pour être au rendez-vous, c'est de porter des grands projets. Pour être au rendez-vous, c'est d'être audacieux. Pour nous, ici, à la Chambre de commerce, pour moi, pour mes amis de MP Culture, pour mes amis du comité régional olympique, j'ai oublié de saluer, qui portent le fonds héritage et que je salue maintenant, on a la responsabilité de réussir monde économique, la mobilisation de ce territoire, l'appropriation de ce territoire, au-delà des activités sportives qui vont être mises en avant sur notre périmètre, au-delà de la voile, au-delà du foot. Il faut que cet événement soit un événement majeur de rayonnement et d'attractivité. Pour ça, ça doit être un événement qui touche tous les citoyens de ce territoire. Et donc, on a l'obligation d'organiser, de participer, de fédérer les énergies pour faire une seule énergie gigantesque, cette flamme de l'olympisme, qu'il faut animer dans le cœur de chacun de nous tous. Et donc, je compte bien, au titre de la Chambre de commerce et d'industrie, au titre de l'ensemble du monde économique que j'ai la chance de représenter, et j'en suis très fier, encore une fois, merci pour vos suffrages, que nous soyons les moteurs aux côtés des collectivités, que je remercie d'être présents aujourd'hui, pour que ce Paris, ces Jeux Olympiques de 2024 ici, soient des Jeux Olympiques de tout le territoire, pour que tout le territoire puisse en bénéficier, pour que tous les concitoyens de ce territoire soient fiers d'appartenir à ce territoire et de vivre les Jeux Olympiques de ce territoire. Voilà, j'avais certainement plein d'idées. Je crois qu'il faut que je lance un club aussi, c'est prévu quelque part, avec les TPE, les PME, c'est ça, je ne sais plus qui c'est qui me dit quoi, mais peut-être que je le ferai sinon à un autre moment. L'idée, c'est de se mettre en ordre de marche. Il nous reste 3 ans et on est déjà presque en retard. Donc il faut mettre les bouchées doubles. Ce territoire, j'ai quelqu'un qui m'a expliqué un jour, Raymond va sourire, que ce territoire n'est pas un territoire de long fleuve tranquille. C'est un territoire de concours. C'est ça que tu me disais, je crois. Et qu'on sait se mobiliser pour des événements particuliers. Soyons à la hauteur de cette remarque de Raymond, qui en a déjà réussi beaucoup de concours sur ce territoire, aidons-le, et dans le comité régional olympique et le fonds héritage pour les sportifs. Pensons bien sûr à nos sportifs qui sont la réussite de nos événements en premier lieu, mais pensons aussi à tout le territoire pour réussir sur ce sujet. Voilà, donc merci en tout cas à vous tous, et puis maintenant... je ne sais pas quel est le programme. C'est moi qui prends la suite, hein, c'est pas grave, je suis un peu là pour ça de toute façon. Merci en tout cas Jean-Luc Chauvin. Je vais vous inviter, non pas à me laisser, mais je vais vous inviter à vous installer juste là, où il y a une table, il y a un desk où toutes les personnes qui vont prendre la parole ce soir vont ensuite pouvoir s'installer. Comme ça, à la fin, nous serons tous réunis et je pense que ça pourrait être une jolie photo. Les représentants des collectivités locales qui ont été cités par le président Jean-Luc Chauvin se mobilisent autour de cet événement évidemment international, donc sur l'importance de ces Jeux Olympiques 2024 pour notre territoire, sur les initiatives que les collectivités vont prendre pour ce grand événement. Je vais commencer avec Isabelle Campagnola-Savon. Je lui ai demandé de me rejoindre ici même. Je rappelle juste que vous êtes présidente de la commission entreprise, artisanat et commerce, économie sociale et solidaire, économie circulaire de la région Sud. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Isabelle Campagnola-Savon, quelles seront les initiatives régionales ou peut-être même la dynamique a déjà été lancée? Nous vous écoutons. Bon, bah écoutez, je ne vais pas reprendre les civilités parce que Jean-Luc les a bien faites. Et puis surtout, moi j'ai beaucoup d'amis ce soir, donc je vais dire mes chers amis, et ça sera très bien ainsi. Mesdames et messieurs, écoutez, il y a des rendez-vous dans l'histoire qu'il ne faut pas manquer, et je crois que celui 2024 en fait partie. Et donc, si nous sommes tous réunis aujourd'hui ici, c'est pour répondre chacun à notre manière et accompagner cet événement mondial avec nos compétences, mais aussi notre savoir-faire. Avant de continuer, je voudrais rappeler à quelques fins utiles quelques chiffres. Dans 3 ans, à l'échelle du pays,
les Jeux olympiques et paralympiques réuniront plus de 10 500 sportifs représentant leur nation. Pendant 15 jours, à travers leur écran, ce sont 4 milliards de téléspectateurs qui pourront découvrir ou même redécouvrir notre pays et plus particulièrement notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour notre territoire, bien sûr, ça va être une expérience unique en termes de sites olympiques. Et le tissu économique qui fait vivre ce territoire saura, et puis j'en suis sûre, se montrer à la hauteur de l'enjeu avec, bien entendu, la devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort ». L'accueil de ces Jeux olympiques, et tu l'as rappelé Jean-Luc, c'est un enjeu collectif. 45 sites ont été désignés centre de préparation aux Jeux par le comité d'organisation de Paris 2024. Et grâce à ce label, c'est une vingtaine de communes qui accueilleront des délégations étrangères qui veulent prendre leur marque en France et en amont de la compétition, bien sûr. Et c'est par là que ça commence. Et donc, la ville de Marseille accueillera les équipes de voile, de judo, de taekwondo, de dressage, de gymnastique artistique, de l'athlétisme, du rugby à 7. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter ce soir, et qui mène, comme vous le savez, mais je crois qu'il est bon de rappeler, une politique sportive engagée et qui reste également un partenaire majeur des sportifs de haut niveau, sera bien entendu partie prenante dans la préparation de ces Jeux. La tenue d'un tel événement pose la question, bien sûr, de l'impact économique sur le territoire, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir. L'accueil de la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, montrent quoi? Montrent que la France a su capitaliser sur sa place de leader des destinations touristiques mondiales pour s'affirmer dans l'environnement concurrentiel des grands événements. Or, de nombreuses études ont été menées et ont montré, bien sûr, que ces derniers peuvent s'avérer profitables et bénéficier, bien sûr, largement à l'économie touristique du pays d'accueil et à la société dans son ensemble. C'est pour la raison pour laquelle on fait tant d'investissements. On sait qu'il y a retour sur l'investissement. Première destination touristique mondiale, la France dispose de nombreux atouts. La culture, la gastronomie, les sites naturels, le patrimoine, et également d'une véritable plateforme avec des infrastructures d'accueil sportif, mais aussi dans le transport, avec des sites de grande capacité aux dernières normes, des dispositifs de sécurité qui sont robustes, du savoir-faire pour pouvoir organiser de grands événements et aussi surtout maximiser sur les retombées. Le cabinet Deloitte a ainsi estimé que l'impact de la Coupe du monde de rugby serait à 2,4 milliards d'euros et que cet événement devrait également parallèlement permettre de conserver et de créer environ 17 000 emplois. L'impact des Jeux olympiques et paralympiques correspondrait quant à lui à 10,7 milliards d'euros. Alors ces retombées économiques, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est des dépenses importantes qui sont liées à l'organisation, à la construction d'infrastructures telles que la marina, pour lequel nous allons mettre 5 millions d'euros, qui vont perdurer, qui sont destinées à perdurer, donc rester sur notre territoire. Et puis aussi la consommation des visiteurs, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça peut donner à long terme, ces chiffres? Cela constitue un atout pour renforcer, bien sûr, vous l'avez compris, le dynamisme de l'attractivité et le rayonnement de notre pays, grâce aux nombreux visiteurs, mais aussi à l'exposition, et tu en as parlé tout à l'heure, médiatique internationale, qui est incroyable. Mais ces grands événements peuvent être aussi fédérateurs de moments forts, d'initiatives d'innovation, de vecteurs d'exemplarité en matière de développement durable et propices à l'engagement citoyen. Et vous savez comme il est important, je crois, de rappeler que l'engagement citoyen doit être un vecteur dans tous les événements et les interventions que nous faisons. Sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, bien sûr, l'impact est d'une très grande importance. Pendant l'événement, on le voit d'ailleurs très bien avec des pics de fréquentation, mais aussi après la manifestation. C'est ce qui a été constaté notamment lors de l'Euro avec les nombreux points d'attractivité de notre pays. Les spectateurs étrangers
sont restés en moyenne 8 jours sur notre territoire. Et les retombées économiques ont été chiffrées à 180 millions d'euros. Alors il y a eu des enquêtes, et ces enquêtes révèlent aussi qu'habituellement, une part importante de spectateurs envisage après de revenir sur le pays hôte pour le découvrir davantage. Et puis ces spectateurs, ils peuvent être aussi des prescripteurs pour le pays hôte. Pour rappel, en 2011, 83% des spectateurs interrogés en Nouvelle-Zélande ont dit qu'ils recommanderaient à leurs proches et à leurs amis d'aller là-bas, dans ce pays. Donc on voit bien, avec de tels témoignages, à quoi ressemble le long terme. Qu'est-ce que le long terme? C'est ça, c'est les retombées après ce qui a été fait. Donc la réussite de cet événement passera aussi par notre volonté de fédérer. Ça, tu en as parlé également. C'est important que toutes les énergies soient réunies autour de cette dynamique et de ce projet de territoire. Le tissu socio-économique que vous représentez doit être porteur de valeur dans cet événement planétaire. Enfin, je voudrais terminer en faisant prendre conscience que c'est toute une région qui va se fédérer grâce à cet événement. Le pari des organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques était de mobiliser tout le monde. Nous serons fiers à la région d'avoir réussi, celui de vous entraîner avec nous dans cette aventure et de faire de notre territoire une terre d'accueil que personne ne pourra oublier. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup Isabelle Campagnola-Savon. Vous pouvez regagner votre place. Je vous remercie. Et je vais appeler maintenant Monsieur Éric Semerjian. Je vais lui demander de me rejoindre. On va juste changer le micro. Vous êtes donc conseiller municipal délégué en charge de l'innovation sociale et de la coproduction de l'action publique. Nous vous écoutons également sur ce vaste sujet. Ça marche. Bon, vous dire tout d'abord tout le plaisir que j'ai à me retrouver ici. C'est un lieu que j'ai beaucoup fréquenté dans un temps pas si lointain que ça, et où je compte aussi beaucoup d'amis. Voilà, donc j'ai ce soir, en tout cas, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le plaisir de représenter le maire de Marseille, Benoît Payan, pour cet événement de mobilisation du monde économique pour ces Jeux Olympiques de 2024, et dont Marseille hébergera plusieurs épreuves. Il peut sembler relativement anachronique que ce soit l'élu en charge de la délégation à l'innovation sociale et à la coproduction de l'action publique qui s'adresse à vous ce soir, mais je vous dirais à contrario, en ces temps, je dirais, de doute, d'individualisme, de court-termisme, qu'il y a une certaine cohérence, puisque dans cet objet à créer, ce magnifique projet des Jeux Olympiques, ce qui nous réunit tous ce soir, c'est effectivement le long terme, c'est l'union, c'est la solidarité, c'est toutes ces valeurs qui sont des valeurs de l'olympisme et que nous partageons tous ensemble ce soir. Donc il y a une certaine cohérence parce que cela me rappelle en d'autres temps mon engagement pour l'attractivité de cette ville et que je continue aujourd'hui sous d'autres formes, et vous en êtes aussi sur cet engagement, sur ce sens de l'intérêt collectif et général, aussi les porteurs. C'est un plaisir car je mesure aussi le pari pour notre territoire que constituent ces Jeux Olympiques. Un pari mais aussi une chance. Marseille a été sélectionnée pour, bien évidemment, la qualité de sa rade, pour la beauté de ses paysages, pour la facilité d'accès aux épreuves, mais aussi, ce qui fonde aussi son attractivité, ses dessertes nationales, internationales, et la mobilisation reconnue, et c'est important, parce que pas de succès de ces Jeux Olympiques sans une mobilisation de toute la population autour d'événements fédérateurs. Et Marseille a été choisie enfin parce que nous avons, et ça a déjà été dit, eu l'occasion de prouver que nous étions capables d'accueillir de grands événements internationaux et que nous avons été capables à Marseille de prendre une place forte dans ce rayonnement international, pas simplement autour de la Méditerranée, mais dans ce rayonnement international qui nous mobilise chacun et tous. Depuis le choix d'accueillir ces Jeux Olympiques sur notre territoire, notre paysage a évolué.
Au simple accueil, c'est rajouter un impératif que nous portons, nous, Ville de Marseille, mais je pense que c'est partagé avec force, celui de voir se tenir des jeux vertueux, des jeux respectueux de l'environnement pour notre territoire, pour nos habitants et pour l'orientation générale de notre économie. Être vertueux, c'est laisser un héritage. Et cet héritage, il ne se limite pas à l'accueil pendant quelques mois de quelques milliers de visiteurs. En amont, c'est éviter d'abord que l'accueil de ces Jeux ne soit un poids pour notre ville, en faisant en sorte que chaque institution, et vous en êtes les témoins, porte et prenne sa part dans le financement de ces Jeux olympiques. Et je sais que c'est une exigence qui est unanimement partagée et que nous avons tous conscience que le rayonnement de cette ville, que le rayonnement que va porter ces Jeux olympiques dépasse largement Marseille et les quartiers impactés. Et puis penser cet héritage des Jeux, c'est chercher à bâtir puis conserver des infrastructures qui puissent servir à retrouver le sens, à permettre de pratiquer, en tout cas à apporter de nouvelles pratiques le long de notre rade, en finir en fait avec une ville qui tourne le dos à ces 60 km de littoral magnifique. Que des infrastructures sportives puissent permettre un accès plus démocratique aussi et plus direct aux Marseillaises et aux Marseillais. Cet héritage, c'est aussi un formidable atout en matière, et ma collègue Isabelle en a parlé, un formidable atout en matière de retombées économiques, et nous partageons les mêmes chiffres. C'est aussi l'irruption de Marseille comme ville-monde, ville phare de la Méditerranée, riche de sa géographie, du dynamisme de ses acteurs publics, de ses acteurs privés et de tous ses talents. C'est enfin faire de ces Jeux, et on parlait, je dirais, d'unité autour de cet événement, d'en faire un tremplin pour un mode de fonctionnement, pour un écosystème qui tire ensemble les mêmes bords, pour employer une métaphore marine. Nous sommes désormais une ville des possibles pour celles et ceux qui cherchent à entreprendre. Une ville qui cherche à tisser des ponts, à créer une émulation entre le monde de l'entreprise et celui des institutions publiques. C'est ainsi que nous mettons en œuvre, nous développons une nouvelle modernité dans notre cité en renforçant nos atouts en termes d'innovation, de transition économique, de transition sociale, écologique, à l'instar d'une voie qui a été ouverte par de grandes capitales européennes et de grandes capitales internationales. C'est un défi aussi que de renforcer ces liens dont je parle dans le cadre de ces Jeux, qu'à la mobilisation de notre ville, des institutions locales, s'ajoute la mobilisation des acteurs de l'économie, des acteurs de l'entreprise, mais aussi le secteur associatif, dans une coproduction, puisque le mot a été prononcé, dans une coproduction dynamique et vertueuse de notre action commune. C'est ainsi que nous renforcerons l'image de notre territoire, que nous continuerons d'améliorer, parce que c'est notre partage commun, d'améliorer la place de Marseille parmi les villes nationales et européennes, et que nous renforcerons ensemble son attractivité. Je sais que cette soirée marque le point de départ d'une action qui devra se poursuivre, qui devra s'amplifier dans les prochaines années. Je suis sûr, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que le partenariat que nous connaissons déjà trouvera à se renforcer dans une union des forces qui la composent. C'est en tout cas le souhait, c'est en tout cas le vœu que formule à travers ma présence ici et à travers mon propos la ville de Marseille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sévergent. Vous pouvez regagner votre place. Merci. On va échanger le micro, bien sûr. Et je vais me tourner maintenant. Je vais demander à Jean-Daniel Bernier de me rejoindre ici. Il est juste à mes côtés. Alors, Jean-Daniel, je ne sais pas si je vous présente, mais je crois que tout le monde sait que vous êtes membre de la CCI Aix-Marseille-Provence et vice-président de la commission régionale du sport. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette histoire des JO, c'est plutôt une belle opportunité, non ? C'est une opportunité absolument fantastique. On a une chance inouïe aujourd'hui. On s'est battu depuis des années. Je remercie... je crois que je peux le dire, mon ex-futur président, c'est ça, hein, Jean-Luc? on peut le faire comme ça pour une fois, de m'avoir confié effectivement cette mission sport, parce que ça nous a permis d'identifier véritablement le sport comme une filière. Et on a commandé justement des études à ce sujet-là
pour justement participer. Je suis très heureux de participer au sein de la conférence régionale du sport avec notre ami Hervé, pour porter justement les valeurs économiques que sont en train justement de se développer dans le domaine du sport. Alors juste, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais retenez 2 chiffres importants. La région, aujourd'hui, c'est 27 000 emplois dans le domaine du sport, c'est 3,8 milliards de chiffre d'affaires, c'est 3,3 millions de pratiquants. Ça pèse autant que l'industrie pharmaceutique et chimique sur notre territoire. Et sur le plan territorial, le CD13, puisque c'est le département 13 qui nous intéresse aussi, hein, c'est 10 000 emplois. Et c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Là aussi, ça pèse autant que l'industrie électronique. C'est la seule structure filière qui est complètement transversale. On l'a vu, vous le disiez pendant vos discours, elle impacte le tourisme, elle impacte la santé, elle impacte bien sûr le sport, elle impacte le social. Et j'en profite pour faire une annonce. Demain, vous avez le forum Cap Sport à Miramas, où vous allez justement avoir la promotion du sport en entreprise. Et donc, toute la partie santé, meilleure productivité que l'on peut avoir. Elle impacte l'innovation, la distribution, l'industrie. Bref, c'est une filière qui a une importance extrêmement importante, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, et dans sa multidimensionnelle. Les JO vont peser à eux seuls 150 000 emplois sur l'ensemble de ces 3 ans qui vont venir. Donc ça va créer énormément de dynamique autour de ça. Et j'en profite là aussi pour vous dire, il y a une plateforme qui est ouverte par Paris 2024. Connectez-vous. Ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes. Ce n'est pas réservé qu'aux TPE, aux PME. C'est réservé à tout le monde. Répondez aux appels d'offres, vous serez informés, nous pourrons tous y participer. Et puis aujourd'hui, il y a 8 milliards d'yeux qui vont nous regarder, ça va être la voile essentiellement, il va y avoir la mise en valeur, vous en parliez du littoral, de nos sites de baignade, de pratique, de kitesurf, donc cet impact touristique est important, mais notre rôle, nous, au sein de la Chambre, c'est bien sûr d'avoir un héritage autour de ça et de mettre en valeur finalement notre écosystème entre le monde des startups, le monde des entreprises, des universités, du lab, des incubateurs, pour attirer finalement les talents du sport et de l'entreprise, les talents du sport et de la santé, les talents du sport et de l'innovation, les talents du sport, du commerce, de l'industrie et du service. Pourquoi ? Pour installer des centres de recherche et développement, pour créer de nouvelles filières sportives aujourd'hui, et aussi bien sûr des salons de dimension mondiale. On a besoin de développer toute cette nouvelle économie. Alors c'est une chance unique, mondiale, une fois dans sa vie, tu l'as dit Jean-Luc, et c'est extrêmement important. Alors finalement, les JO, ici, ça doit aussi être un monde économique qui se développe, mais une grande fête. Une grande fête, alors soyons les médailles d'or de l'accueil et de la fête pour ces JO. Merci. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Vous pouvez rejoindre le président. Bon, alors maintenant, on va peut-être regarder un petit peu ce qui va se passer sur ce site. Je vais demander à Cédric Dufoy de me rejoindre. Je vais même, en plus du micro, lui donner une petite zapette. Alors, vous êtes directeur des sites Marseille dans le cadre de Paris 2024. C'est une opportunité, certes, mais en amont, ces sites doivent correspondre à l'envergure d'un tel événement. Alors, je pense qu'il s'est poussé un petit peu, peut-être pour des... Mais je pense que quand vous êtes assis, ça ne gêne pas, comme vous voulez. Vous avez l'écran en face. Est-ce que je gêne ? Vous préférez que je me lève ou ça va ? Non, alors, vous pouvez vous asseoir si vous pas du voulez. tout. Non, je préfère rester debout. Alors, très bien. On vous écoute sur ces sites. Merci Elsa et bonsoir à tous, ça me fait très plaisir. Jean-Luc, merci, félicitations, évidemment, puisqu'on peut le dire maintenant. Et ça me fait très plaisir, moi aussi, comme Eric. Tout à l'heure, j'ai passé quelques temps à user mes fonds de culotte en 2 mandatures de plénière ici. Ça me fait super plaisir de revoir tous les amis, évidemment, qui sont là ce soir. Et puis, ça me fait super plaisir de vous parler des jeux, bien sûr, parce que, comme vous l'avez dit Isabelle, comme vous l'avez tous dit, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Et on va essayer de voir
très rapidement. Je vous ai fait un peu une BD. On va aller super vite. Alice me donne entre 5 et 7 minutes. Peut-être que je prendrai 10, Alice, si c'est pas peu. Mais je vais aller super vite. Les Jeux de Paris 2024, c'est quelque chose. C'est les Jeux, vous l'avez tous dit. Vous avez cité ces chiffres, mais 15 000 athlètes, 400 délégations avec les Paralympiques, 22 sports paralympiques aussi, en plus des 32 sports que l'on connaît. Donc 4 milliards de téléspectateurs, voilà. Bon, on le sait tous, mais c'est bon de le savoir. 20 000 journalistes. Imaginez le service de presse qui va gérer 20 000 journalistes pendant les Jeux, 45 000 volontaires. Évidemment, après, les millions de spectateurs à la limite et de billets en vente, c'est assez anecdotique, mais les 4 milliards de téléspectateurs, vous aviez absolument raison de le préciser tout à l'heure, Isabelle, sont importants. Je clique, mais voilà. L'important aussi, c'est que cet événement a l'adhésion du public. 84% des Français sont favorables à l'organisation des Jeux, 89% des moins de 35 ans. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'on a envie de les avoir en France, on les a, et tant mieux, et on va les faire. On va faire une célébration spectaculaire, généreuse et populaire. Vous avez probablement vu des images, mais j'aimerais bien vous en remettre. Ça sera partout en France. On commence par le nord, allez, Lille, le handball au stade Pierre-Mauroy, Paris, on va y revenir. Les 7 stades, dont le stade Vélodrome, où on va accueillir le tournoi de foot féminin et masculin. Et puis, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 îles dans Paris 2024. Il y a l'île de France, évidemment. Il y a l'île de Tahiti, où il y aura les épreuves de surf. Puis il y a l'île de Marseille, ils ont fait la bêtise peut-être de me la confier, dans tous les cas, mais avec vous tous. Et très très souvent, on peut un peu se demander quelle est la plus éloignée entre Tahiti et Marseille de Paris, effectivement. Mais on va leur montrer que voilà, on n'est pas loin et on va faire les choses. La carte des sites olympiques, c'est quelque chose d'assez regroupé. Je ne vais pas aller, ça ne vous intéresse pas, c'est Paris, mais bon, il faut quand même voir que c'est un très très beau terrain de jeu pour les Jeux, en particulier ce Paris Centre qui est au milieu là, et voilà quelques images de Paris Centre, un terrain de jeu absolument exceptionnel. Ça, on est sur le Champ de Mars, bien sûr. Ça, c'est le Grand Palais éphémère que vous avez peut-être vu lancer il n'y a pas très longtemps, avec le rugby fauteuil, le para-judo, le judo et la lutte. Ça, c'est le château de Versailles, dans lequel nous sommes, et sur lequel l'équitation se déroulera, juste dans les jardins du château de Versailles, s'il vous plaît, où il y aura l'équitation, le pentathlon moderne et la para-équitation. Ça, c'est la Tour Eiffel côté Trocadéro, évidemment, avec bien sûr, Champ de Mars et Troca, mais également la Seine. La Seine sera extrêmement importante pendant les Jeux parce que le triathlon, la nage en eau vive, la nage en eau libre, pardon, le marathon se dérouleront dans cette zone-là et l'ensemble de Paris Centre sera absolument exceptionnel. Les Invalides pour le tir à l'arc et le para-tir à l'arc, par exemple, quelques belles images en perspective. Le Grand Palais, on l'imagine, avec le taekwondo et autres. Le Stade de France, dans lequel il n'y aura pas de foot. Le Stade de France sera rendu à l'athlétisme, mais également au rugby à 7 et au para-athlétisme. Donc évidemment, voilà, Paris, on a fait le tour. Roland-Garros. Roland-Garros, ce qui me fait rire, c'est que, évidemment, sur le central, on va faire du tennis, mais sur le Suzanne Lenglen, pour ceux qui savent, sur le cours annexe, c'est la boxe. Donc il va y avoir de la boxe à Roland-Garros. Je trouve ça assez drôle. Et aussi du tennis fauteuil et aussi du volleyball assis pour les Paralympiques. La scène, encore une fois, ça sera absolument magique, avec cette cérémonie d'ouverture que le président Macron a un peu spoilé il y a quelques mois en l'annonçant et que Tony Estanguet va confirmer dans quelques semaines, avec une cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu sur la Seine, non pas dans un stade, et c'est la première fois, c'est-à-dire que les délégations vont remonter la Seine. Vous imaginez un peu en termes de sécurité et d'impact ce que ça peut donner. Donc cérémonie d'ouverture sur la Seine. Bon. La vague de surf à Teahupo'o, ça, on fera tout ce qu'il faut pour ne pas casser quoi que ce soit de la nature magnifique qu'il y a là-bas. Et puis, bien sûr, nous, enfin, et pour finir, la marina de Marseille, dans laquelle, ça y est, l'ensemble du budget est rassemblé. Merci Isabelle de vos efforts récents également pour reconstruire cette marina. On va revenir sur la marina un tout petit peu et avant de terminer sur escalade, surf, skateboard et breaking, ça c'est les 4 nouveaux sports. Et de vous dire aussi, comme vous le disiez tout à l'heure Eric, que ces jeux sont, je ne m'attarderai pas trop là-dessus aujourd'hui, extrêmement responsables, extrêmement durables et extrêmement utiles. Les jeux, c'est 3 grands acteurs en termes de construction et de financement. Sur la gauche, la Solideo.
La Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. C'est un budget de 3,2 milliards. Et vous le savez, les trams prolongés, les TER prolongés, l'investissement sur la marina passe là-dedans, 43 millions d'euros. Au centre, Paris 2024, un budget de 3 milliards et l'ensemble de l'organisation des Jeux en eux-mêmes et des Jeux paralympiques. D'ailleurs, on va y revenir plus dans le détail. Et puis à droite, tous les acteurs de l'héritage, en particulier ici les collectivités territoriales, mais surtout la ville de Marseille, qui est le porteur du principal projet d'héritage, qui est la marina, en tant que maître d'ouvrage, bien sûr cofinancé avec les autres collectivités. Tout ça, ça fait 3,2, 3,9, donc pas mal d'argent. Mais les Jeux payent les Jeux. C'est-à-dire que la partie centrale, qui est de 3 milliards est auto-financée. La partie de gauche, c'est de l'avancement de travaux que l'État, en particulier, aurait fait, prolongement du métro, création d'un stade, etc. Mais les Jeux payent les Jeux. Pourquoi? Parce que sur 3,9 milliards de budget global, en fait, vous avez les partenaires, il y en a quelques-uns ce soir, on les recitera tout à l'heure, les partenaires qui vont abonder le budget du COJO pour 1,1 milliard, la contribution du CIO essentiellement issue des droits de télévision pour 1,2 milliard, la billetterie, le licensing et le merchandising pour 1,3 milliard, et seul le petit, entre guillemets, parce que ça fait quand même 100 millions d'euros, seul le petit chiffre à droite en bas vient de l'État. Donc l'État, les contribuables français, ne payent pas les Jeux s'autofinancent. Les partenaires, les voilà. On peut les citer. Il y a les gros partenaires mondiaux du CIO qui sont sur la gauche. Je vous laisse imaginer à quel niveau ça se deal, ce genre de choses. Voilà. Les partenaires premium plutôt français, ceux de Paris 2024 au centre, et ça c'est déjà énorme, absolument, avec le groupe BPCE. Aurélie, tu es là, non? Banque Populaire, salut, merci, partenaire important de la voile d'abord et des Jeux Olympiques, avec EDF, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'EDF là, avec Orange, bien sûr. Fabien, tu es par là ou pas? Ouais, merci aussi. Et puis Sanofi pour le quatrième partenaire Predium. Et puis des partenaires officiels avec Accor, Cisco, Decathlon, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, la Française des Jeux, le Coq Sportif et PwC. Ce sont des chiffres absolument énormes. Je n'ai pas le droit de les citer devant vous parce qu'ils sont confidentiels, mais évidemment, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros pour la partie centrale et beaucoup de millions d'euros également pour la partie droite. La partie gauche, on n'en parle même pas. Et ça le vaut bien. Voilà, mais ça le vaut bien. Des Jeux éco-responsables, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Désolé de ne pas le développer plus, mais Eric l'a cité tout à l'heure. Réduire, éviter de compenser, mobiliser, une empreinte carbone divisée par 2 par rapport aux Jeux de Tokyo. C'est assez important, grâce notamment au fait que l'on ne va pas construire beaucoup d'infrastructures. Les photos que je vous ai montrées, il y a du temporaire, ok, bien sûr, mais il n'y a pas de dur. Donc il y a très peu de dur. Il y a un grand centre aquatique, il y a un grand village d'athlètes, bien sûr, mais qui sera retransformé en résidence étudiante ensuite. Vraiment, ce sont des Jeux qu'on essaye d'être le plus éco-responsable possible, inclusif et solidaire. On pourrait faire 2 heures là-dessus, donc je ne veux même pas ouvrir le débat parce que ça mérite une autre conférence et je m'en voudrais de venir. Par contre, ce qui est en bas à droite de ce slide est important pour vous, et tout à l'heure, Jean-Daniel en a parlé, maximiser les opportunités des TPE et des PME de répondre au marché sur les Jeux. Oui, on est sous commande publique, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, on est en appel d'offres, c'est évident, mais malgré cela, l'État et le ministère des Finances en particulier nous ont donné la possibilité de pouvoir quelque part intégrer le fait que les entreprises territoriales seront particulièrement vues et attendues sur les marchés que les Jeux vont passer. Je vous présente tout à l'heure les plateformes, je vous reparlerai des plateformes dont tu parlais, Jean-Daniel, pour terminer. 50-50, ça c'est fondamental et c'est la première fois. Le CIO a engagé ce programme-là depuis très longtemps, mais ça y est, en 2024, il y aura autant d'athlètes femmes que d'hommes qui concourront sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc des Jeux paritaires. Des Jeux ouverts à tous également. Si vous êtes coureur, si vous courez le marathon, vous allez pouvoir, avec quelques épreuves à passer, mais pas tant que ça, vous allez pouvoir courir le marathon olympique, laisser partir les coureurs officiels, et derrière, on appelle ça des mass events, et derrière, vous courrez derrière eux le même jour
sur la même épreuve. Votre vainqueur, ça sera le champion olympique et vous aurez couru le marathon olympique. Il y a quelques épreuves comme ça. C'est pas mal si vous faites du sport à ce niveau, enfin même à un niveau beaucoup plus tranquille. N'hésitez pas et essayez d'y aller. Terre de Jeux 2024. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du département ce soir, mais le département en particulier a fait un boulot remarquable sur Terre de Jeux. Terre de Jeux, c'est le programme d'accompagnement des collectivités territoriales. Il y a 1800 collectivités qui ont adhéré à Terre de Jeux. Dans les Bouches-du-Rhône, on est très fiers de ça. Il y a plus de 60 communes qui ont adhéré au programme Terre de Jeux, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir quelque part participer et faire vivre l'esprit olympique sur leur commune. C'est un très gros boulot qui a été fait par les services. Et on est le 2e département français aujourd'hui. L'idée, c'est de challenger les Yvelines, qui sont en numéro 1, et d'aller chercher le leadership des départements qui se seront le plus impliqués sur Terre de Jeux. Jean-Claude aussi, je pourrais en parler longtemps, mais je vais vite. 3e axe, Marseille, olympique, solidaire et culturel. Raymond nous en parlera tout à l'heure. De la voile et du foot, n'oubliez pas. Parce que nous aurons en juin 2023 un test event de voile, c'est-à-dire une répétition générale de toutes les épreuves de voile, avec tous les athlètes qui vont venir s'entraîner sur le seul stade de voile possible dans le monde, c'est celui des Jeux et c'est l'unique. Donc ils viendront tous s'entraîner là en juin 2023. Et puis en 2024, on aura les vraies régates olympiques à ce moment-là, mais aussi 8 matchs minimum au Vélodrome. Et ça, c'est assez fondamental. L'Orange Vélodrome accueillera ces 8 matchs. Et si on est bon en billetterie en début 2023, on aura d'autres matchs qui sont les quarts et les demi-finales. En termes d'attractivité, c'est Isabelle qui en parlait, je crois, tout à l'heure, c'est fondamental. Récupérer 3 matchs à 50-60 000 personnes en quelques jours ici, je vous laisse évidemment imaginer ce que ça peut donner en termes de résultats pour en particulier l'hôtellerie et la restauration. Nicolas, où est-ce qu'il est? Pas loin. Le champ, c'est les Bouches-du-Rhône, bien évidemment, mais c'est surtout Marseille. Deux sites, la Marina Olympique et le Stade Vélodrome. La Marina, on en reparlera, mais vraiment rapidement. 43 millions d'euros d'investissement sur ce site-là pour faire de ce site l'un des plus beaux sites d'entraînement pour les équipes de France en héritage, donc après les Jeux, mais également conçu pour être un site de développement de la pratique de la voile et de l'accès à la mer pour les jeunes Marseillais. C'est absolument clair et je pense que la nouvelle municipalité a vraiment forcé depuis 1 an pour s'assurer que ce programme-là soit beaucoup plus ouvert que ne l'est la Marina aujourd'hui. La base nautique du Roucas Blanc, elle est magnifique aujourd'hui, mais elle est un peu fermée. Elle sera, après les Jeux, beaucoup plus ouvert. Bien sûr, il y aura toujours des accueils des écoles, etc., mais ça sera un outil que nous pourrons tous utiliser beaucoup plus facilement. 330 athlètes, 12 jours de compétition, 10 épreuves. Je n'ai pas le temps, sinon Alice va m'engueuler, de vous détailler quoi ? Pas que Alice, pardon. Quels sont les trucs? 100 000 spectateurs sur la... Allez, je passe très vite sur la corniche, le port de mise à l'eau, on ne parle pas des régates. On parle un peu de cet espace-là qui est important et sur lequel il faut qu'on s'engage tous. L'espace grand public à côté de la Marina. Et il faut on en est au début, on a encore 3 ans. C'est vrai que voilà, on a perdu 1 année parce que Tokyo a été repoussé d'1 an, mais que quand même on est assez près et qu'il faudra qu'on anime tous ensemble ce grand espace. On reviendra vers vous et vers les collectivités pour voir ce que l'on fait sur cet espace pendant les Jeux. Je passe là-dessus. Le stade aussi, parce que vous le connaissez. Il y aura des stades d'entraînement. Terre de Jeux, on en a parlé un petit peu, je n'y reviens pas, si ce n'est pour vous montrer la carte de ces 60 terres de Jeux, c'est-à-dire 60 communes qui ont adhéré à Terre de Jeux sur le territoire et sur les Bouches-du-Rhône, ce qui est un très bon moment. Les centres de préparation aux Jeux, alors ça c'est très important, on en parlait avec Franck tout à l'heure, président du CNTL. Les centres de préparation aux Jeux, c'est ce que vous disiez Isabelle, beaucoup d'équipes vont venir s'entraîner sur le territoire avant les Jeux. Le centre de préparation aux Jeux que vous avez là réparti sur les Bouches-du-Rhône, c'est quelque chose qui sera vecteur d'attractivité dans les 6 ou 8 mois qui précéderont
Les Jeux, je termine par 2021, on a eu les Jeux de Tokyo, les cérémonies, l'Olympiade culturelle a été lancée, Raymond nous en reparlera, il y a eu le J-1000. 2022, Jeux de Pékin, n'oubliez pas, Jeux d'hiver à Pékin, même s'il n'y aura pas de public, c'est quand même quelque chose qui va marquer l'année prochaine. Les mascottes seront lancées, le programme des volontaires, très important pour les entreprises également, vous serez sollicités là-dessus. 2023, la billetterie, la présentation du dispositif, du relais de la flamme sera importante à Marseille, on y prépare quelque chose, on reviendrait dans un an vous en parlez, la présentation des médailles, les test events, et puis le relais de la flamme lui-même en 2024, 3 mois avant, et les Jeux en eux-mêmes. 2024. Je termine, c'est le dernier slide, par pourquoi est-ce que vous pouvez vous engager avec les Jeux. Vous pouvez le faire parce que on essaiera de vous faciliter l'accès. La plateforme entreprise 2024 vous accueille, vous référence pour vous permettre d'être informé plus rapidement des appels d'offres que les Jeux lanceront partout en France. Donc c'est fondamental. Et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est absolument important pour nous. Pareil, il y a une plateforme solidaire qui favorisera l'accès des entreprises solidaires territoriales. Voilà. Bravo, Pardon, bravo merci. Franchement. Hein. Et merci beaucoup. Ça nous donne tellement envie, mais très court. Normalement, oui. Ça marche ou pas? Oui. Bon. Juste par rapport à ce que vient de dire Cédric, dans les engagements que prennent la Chambre de commerce, il y a notamment un engagement de participer sur l'information pour nos entreprises, pour qu'elles puissent bénéficier de cette démarche, de ces marchés, qu'elles puissent avancer. Donc à travers quelque part une sorte de plateforme qu'on met en place, plateforme qui est partenaire. Elle existe déjà chez nous, elle s'appelle déjà le Metropolitan Business Act. Le Metropolitan Business Act de la Chambre, la plateforme de business des TPE, PME, des grands donneurs d'ordre de la Chambre, est en partenariat avec la plateforme dont tu viens de parler pour les opportunités marchés, la plateforme ESS 2024 et les différents canaux, pour que les entreprises d'issue puissent bénéficier des marchés d'ici. Autrement dit, pour faire du business local, pour que cette opportunité pour nous, entrepreneurs des JO, puisse nous permettre de faire du marché local. Je ne veux pas faire de comparaison, mais pour certains congrès mondiaux de la nature, les entreprises qui ont travaillé n'étaient pas d'ici. Nous devons, nous, ici, faire en sorte que ce soit nos entreprises d'ici qui travaillent au moins ici. Et puis si on est meilleur, qu'on prenne des marchés ailleurs. Merci pour ces précisions, Président. Je vais appeler maintenant Hervé Lieberman. Je lui ai demandé de me rejoindre, puisqu'on va parler de ce fonds héritage qu'on évoque depuis tout à l'heure. Vous êtes président du fonds de dotation héritage Sport Provence-Alpes-Côte d'Azur et président du CROSS Région Sud. Alors, vous allez nous en parler. Vous allez dire comment le fonds mobilise, comment il soutient les athlètes. On vous écoute. Merci Elsa. Et je ne vais pas faire comme certains de mes copains. Je vais suivre mon fil rouge pour ne pas vous embêter. Sinon, je vais parler pendant 1 heure et vous allez me détester. Ça va pas être possible. Merci aux dames et à l'ensemble des personnes présentes de nous accueillir, de me donner l'occasion en tant que président du comité régional olympique et sportif, créateur du fonds de dotation. Merci à Raymond Vidil de nous avoir très vite tendu la main pour travailler avec la culture. Et merci à mon ami président du comité départemental olympique et sportif de s'être très vite lié à notre démarche, pour pouvoir nous concentrer sur ceux qui font ce beau spectacle, parce qu'on a vu tout ce que ça pouvait mobiliser, mais ce sont des acteurs qui passent leur vie et qui ont un double projet dès le plus jeune âge, et qui, pour certains d'entre eux, peuvent avoir des médailles. Vous verrez tout à l'heure intervenir l'une de nos athlètes connue et reconnue, Myriam Bavrel, qui a été athlète médaillée d'argent à Athènes et qui réussit aussi sa vie professionnelle. Mais il faut savoir que dans les 10 500 athlètes, il n'y a pas 10 500 médaillés et on ne parle pas beaucoup de ceux qui ne sont pas médaillés. Donc voilà pourquoi je suis face à vous. Et enfin, dernier mot pour Jean-Luc, un vieil ami, un vieux copain et un combattant qui a su encore tout à l'heure envoyer quelques scuds sur les grandes manifestations. Il existe un outil pour faire progresser le résultat de votre entreprise. Alors ça fait un peu, je vous donne des conseils, mais alors pas du tout. C'est une étude Goodwill. Je voulais juste vous rappeler ces quelques chiffres. De 14% grâce à des gains de productivité chez vos salariés. Ce même outil permet également de développer une meilleure cohésion au sein de vos équipes, que l'on peut directement associer à un accroissement de la performance de l'ordre de 30%. En outre, grâce à cet outil, vous pouvez améliorer l'image de votre entreprise et bénéficier
d'un taux de rétention des talents particulièrement important. Et pour ne rien gâcher, vous pouvez par ailleurs faire gagner à vos salariés 3 ans d'espérance de vie grâce à une réduction de leur hypertension artérielle, une meilleure circulation sanguine, je deviens docteur, je vais me faire engueuler, une diminution du stress et de la meilleure circulation sanguine, de l'anxiété, entraînant de fait une baisse de taux d'absentéisme de 30 à 40% et des frais de santé en diminution de 5 à 7%. C'est des chiffres comme ça qu'on balance, mais c'est plus de 10 milliards d'économies pour la sécurité sociale. Et je crois que les entreprises, vous êtes très précautionneux sur les baisses des taxes et de ce que vous êtes obligés de financer. Ce produit miracle, vous l'avez compris, c'est le sport. C'est pourquoi, sur le modèle des ateliers d'artistes de Marseille, Provence 2013, capitale européenne de la culture, le fonds de dotation Héritage Sport Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite faire entrer le sport dans les lieux de vie et de travail que sont vos entreprises. Ce fonds de dotation initie également de nouveaux modèles de financement pour considérer le monde des entreprises, non pas simplement comme un sponsor ou un payeur, mais comme un acteur à part entière d'un projet sportif global. Grâce au développement du programme « Un sportif, une entreprise », le fonds de dotation souhaite ainsi faire des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et du sport en général un levier de RSE pour les entreprises du territoire, mais également construire un héritage fort au service de nos athlètes. Car peu le savent ici, mais un sportif sur 2 qui représente la France aux Jeux olympiques et paralympiques vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est la force de la mobilisation du monde économique pour un projet d'intérêt général. Car le fonds de dotation est un outil au service de l'intérêt général qui donne droit par le mécénat à la défiscalisation du don, qui doit permettre à chaque athlète sélectionné de bénéficier d'une bourse, d'un bilan annuel complet de performance, d'un accompagnement tout au long de l'année pour sa reconversion professionnelle et d'un partenariat unique avec une entreprise de son territoire. Pour accompagner la performance des athlètes, le fonds de dotation a fait appel à l'expertise d'entreprises régionales. On a retenu la leçon, Jean-Luc, tu ne pourras pas nous reprocher ça. Humanfab, le cabinet Fidal, Pulp, Altus ou encore Conseil Profil. Le programme bénéficiera en outre de nouvelles dispositions de la règle 40 de la charte olympique. L'objet de cet article 40 est d'étendre des solutions de communication des entreprises mécènes d'athlètes n'ayant pas le statut de partenaire olympique officiel pendant et en dehors de la période Jeux olympiques et paralympiques. Soyons au rendez-vous de l'événement des Jeux olympiques et paralympiques en faisant de l'accueil de ces Jeux à Marseille un vecteur et un accélérateur de l'excellence sportive, de la promotion et du développement du territoire, de la promotion de nos athlètes et de nos entreprises. Au service de ce que le Premier ministre Tony Estanguet appelle l'héritage immatériel des Jeux olympiques et paralympiques 2024. C'est d'ailleurs avec une ambition commune et la force de notre complémentarité que nous travaillerons main dans la main avec Raymond Vidil et l'association MP Culture. Ce soir, le Fonds a souhaité donner la parole à Myriam Bavrel, médaillée d'argent de taekwondo en 2004 à Athènes, pour témoigner de l'importance du soutien financier aux sportifs. Et puisque nous lançons officiellement le Fonds aujourd'hui, à nos 2 premiers mécènes, un petit mot et des remerciements. La société Artcom et le groupe La Provence. Cher Président, merci de nous avoir déjà rejoints et d'être les 2 premières entreprises avec Cédric pour cet engagement fort. Je les remercie tous les 3 pour leur confiance et compte sur vous, chers chefs d'entreprise, pour participer, vous aussi, à cette aventure collective. Vous trouverez sur l'écran les contreparties proposées. Alors, je ne sais pas... Quel écran, voilà. Il est illisible. Merci Jean-Luc. Pour ceux qui ont préparé la petite diapo, je me fais engueuler. Ça doit être ça. C'est vrai, c'est vrai. Puis moi, je n'ai pas des yeux dans le dos, donc je ne le vois pas. Vous avez un écran devant et c'est encore plus Pardon, terrible. alors c'est encore plus terrible. Vous trouverez sur l'écran les contreparties proposées, mais on a des documents écrits ou en tous les cas on vous les passera sur des supports dématérialisés et numériques. Dans le cadre de leur soutien, Nicolas Leccia de l'agence Altus est à votre disposition dans la salle pour répondre à vos questions. Nicolas peut lever la main peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, te mettre même debout, c'était pas de grande taille. Bon, je plaisante. Lève-toi, fais-toi reconnaître. Pour conclure, en tant que président du Fonds de dotation Héritage Sport, mais également en tant que président du comité régional olympique et sportif, je veux te remercier, cher Jean-Luc, tu es un peu loin, mais je te prendrai volontiers dans les bras s'il n'y avait pas cette satanée mesure sociale et sanitaire.
de cette organisation, de cet accueil chez vous, les nouveaux élus qui allaient être mis en place par monsieur le préfet dès demain. Placer les enjeux des Jeux olympiques et paralympiques au cœur de ta nouvelle mandature, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Je vous remercie. Je terminerai par un point. J'ai admiré monsieur Thomas Bach, le président du CIO, qui a tenu tête au reste du monde en voulant faire les Jeux olympiques de Tokyo, même si on les a fait un an en retard. Convaincre le ministre japonais, réussir à passer en force dans un pays très difficile à contrarier quand ils ne veulent pas faire quelque chose. Ça nous a permis de vibrer derrière les Olympiques, mais de rêver derrière les Paralympiques. On a vu des choses extraordinaires. Ça nous a permis un plan de relance dans nos clubs et de ne pas arriver à une catastrophe de moins 30 ou moins 40% de licenciés. On a à peu près les mêmes chiffres d'avant Covid, ce qui est incroyable pour nous. Et je terminerai en disant que M. Barr a aussi fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que la devise olympique qui a été citée au préalable, plus haut, plus vite, plus loin, il a rajouté le mot ensemble et c'est ce qui doit nous guider pour la préservation de notre planète et cet accord partenarial qu'on va mettre avec la culture qui est un autre spectacle vivant. Merci de nous accueillir avec vous main dans la main. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de rester juste une petite minute avec moi, puisque moi je voulais faire mon effet, mais bon, vous me l'avez spolié, puisque nous avons un athlète médaillé olympique avec nous, mais c'est pas grave, vu que vous avez dit 2 fois, de toute façon là c'est fini pour moi. Enfin, c'est pas grave, on va bien sûr l'accueillir, mais avant cela, avant d'accueillir Myriam Bavrel, je voudrais qu'on découvre ensemble quelques images, elles sont très émouvantes, puisqu'on va voir les médaillés olympiques entonner tous ensemble la Marseillaise. Vous avez fait une bêtise ? J'ai fait une petite bêtise et pour Laquelle ? le chef d'entreprise que vous êtes, c'est important que je le nomme. Notre secrétaire du fonds de dotation est une femme chef d'entreprise et c'est rarement le cas quand on parle de parité, on la réalise. Notre présidente du CNOSF est une femme pour cette mandature et je pense à Annie Courtade qui n'a pas pu venir et qui m'a demandé de s'excuser auprès de vous, qui est un chef d'entreprise brillant qui s'est engagé chez Leclerc il y a fort longtemps et qui a gagné avec le Racing Club de Cannes en féminine 14 titres de champion de France et 3 titres de championne d'Europe. Donc je voulais la saluer et vous présenter ses excuses puisqu'elle n'a pas pu venir. Elle était en déplacement à l'autre bout de la France. Désolé d'avoir repris le micro. Merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir tout de suite Myriam Bavrel. Je crois qu'on peut l'applaudir. Avoir avec nous une médaillée d'argent. Alors je rappelle, c'était au JO d'Athènes 2004. Donc taekwondo, il faut le rappeler. On est ravis de vous accueillir. Je pense que comme nous, on a toujours un peu les frissons quand on voit ces images et ces remises de médailles. C'est vrai, ça vous fait toujours le même effet ? Bah oui, derrière mon masque, j'étais en train de chanter. Hein. Comme j'avais pas eu le plaisir de la chanter sur la plus haute marche, je l'ai chantée ce soir. Donc je suis évidemment très fière de représenter les Olympiens. Les champions de la région. J'ai moi-même représenté ma discipline et notre région aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et à Athènes en 2004. Donc là, bon, évidemment, personne ne se doutait que j'étais une sportive en activité. Hein. Maintenant, ça se voit. Vous exagérez quand même. Non, enfin bon, en tout cas, j'ai un privilège, c'est que je peux toujours dire que je suis médaillée olympique parce qu'on n'a pas été, on n'est pas ancien médaillé olympique, on l'est pour la vie. Et ce privilège, je trouve que ça représente assez bien ce que sont les Jeux olympiques pour un sportif. C'est quelque chose qui vous reste à jamais. En tout cas, quand
quand on a cette réussite-là. Et je pense que c'est ce qui fait qu'en tout cas, on est obligé d'avoir un investissement qui est total. Et cet investissement total, ben, évidemment, ça impacte sur notre vie, parce qu'à un moment donné de notre vie, alors que dans mon cas, c'était 2 Olympiades, mais en tout cas pendant 8 ans, je n'ai fait que ça. Et donc, comme je suis d'une autre époque, eh bien à cette époque-là, j'avais pas forcément cet accompagnement que aujourd'hui, grâce à ces avancées, grâce à, je pense, à la volonté du mouvement sportif, grâce à la prise de conscience aussi de notre société, de vous accompagner, voilà. La nécessité. Eh bien, on n'en est plus au même point. Et ça, je trouve que c'est assez formidable. Parce qu'en tout cas, il y a une chose pour quelqu'un qui s'engage dans une Olympiade, c'est que le 100%, c'est le minimum pour avoir une chance infime d'y arriver. Alors quand on n'est pas à 100%, quand on est en dessous de ce seuil de 100%, qui n'est quand même pas... eh bien, on n'a aucune chance d'y arriver. Et je pense que c'est là où, effectivement, l'accompagnement, le soutien, il est extrêmement important, parce que le petit rien, hein, ça peut complètement vous faire passer à côté de votre carrière. Et en même temps, il n'y a aucune place au compromis. Pour accéder à l'excellence sportive, il n'y a juste aucune place au compromis. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a des sponsors, quand on est accompagné, eh bien, évidemment, on a envie de rendre ce que ce sponsor vous amène, ou de ce que cette entreprise qui vous accompagne financièrement ou qui vous intègre dans le cadre d'un contrat d'insertion professionnelle, par exemple. Évidemment qu'on a envie de lui rendre, mais on n'a pas forcément matériellement le temps, on n'a pas forcément la possibilité de s'investir à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que la carrière d'un sportif de haut niveau est extrêmement difficile à manager. C'est qu'évidemment, il faut prendre conscience de tout ça, du double projet. On parle de double projet professionnel et sportif, mais ce n'est pas 50-50. Évidemment que non. Donc on se sert bien souvent des périodes de blessure pour s'investir davantage en dehors du sport, ou par exemple juste après, l'année post-olympique est extrêmement favorable à récupérer et donc à s'investir par ailleurs, mais en tout cas on n'est jamais sur du 50-50. Et ça, je pense que c'est important, en tout cas c'est le message et c'est le témoignage que moi j'avais envie de passer, parce que aujourd'hui, ce fonds de dotation, c'est une innovation. Si j'ai bien compris, c'est une opportunité pour vous, effectivement, économique, parce que ça représente beaucoup. Mais en tout cas, c'est une chance incroyable pour certainement bon nombre de talents qui, sans vous, finalement, ne pourraient pas se réaliser. Et donc voilà, et grâce à eux, eh bien, ce spectacle sportif existe, puisque sans les champions, ne l'oublions pas, il n'y a pas de jeu. Donc voilà, je tenais à souligner cette avancée incroyable, et en tout cas pour les sportifs, et aussi vous remercier tout simplement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et sans tarder, je ferai la transition tout de suite. On va accueillir 2 partenaires du Fonds Héritage en témoignage. On va commencer par Cédric Angelone, qui est fondateur et dirigeant de l'agence Artcom, et qui va, en quelques mots, parce que nous sommes un peu pris par le temps, nous parler de cette volonté justement d'être un partenaire. J'ai 16 pages de discours, donc ça va aller. Oui, je crois qu'on va en enlever 15 alors. Non, c'est promis, ça sera très court. Bonsoir à tous. Écoutez, oui, c'est un bel honneur qui m'est fait. Je souhaite remercier Nicolas Leccia qui m'a permis donc de prendre la parole ce soir, le responsable de ce fonds, qui est une superbe initiative. Donc je me présente, Cédric Angelone, je représente l'agence de communication Artcom. C'est une agence de communication qui a échappé à plusieurs crises financières. C'est une agence de communication qui a résisté à une crise sanitaire unique, qui a résisté à 3 confinements. Nous avons fêté cette année nos 18 ans, et donc on est toujours debout, on est toujours vivant, et on est toujours enthousiaste pour imaginer, enthousiaste pour créer et apporter un plus et faire sens. Donc oui, nous avons souhaité nous engager dans cette aventure des JO auprès des sportifs de notre région. Oui, parce que cet engagement nous a semblé utile tant le monde du sport peut se montrer inspirant pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour nos entreprises,
pour nos collaborateurs. Oui, utile et je dirais même indispensable, tant les valeurs du sport sont précieuses à tous. L'effort, l'exigence, la loyauté, la définition d'objectifs, la discipline individuelle et collective et le respect de l'autre. Oui, j'espère que ce mécénat sera évidemment profitable aux sportifs, mais je suis convaincu d'ores et déjà qu'il sera profitable, en tout cas pour certains projets de la région et de notre territoire. Donc c'est le sens que nous donnons à notre engagement. Notre métier à nous, chez Arcom, consiste à accompagner les entreprises à se déployer sur les territoires en leur apportant créativité, pour leur permettre d'innover, développer des projets, accroître leur notoriété, et finalement, nous les stimulons à créer de la valeur. Et oui, donc la valeur, à créer de la valeur sur le plan économique, mais bien sûr aussi à créer de la valeur sur le plan environnemental et social. Oui, nous encourageons nos clients à générer du profit pour leurs entreprises, mais aussi à produire de la valeur positive pour les territoires sur lesquels ils exercent. Oui, nous les soutenons afin qu'ils s'engagent au profit de ce qui donne sens collectif, de ce qui fait mieux vivre ensemble et de ce qui fait société. Donc en définitive, nous nous impliquons auprès du fonds de dotation, finalement, de la même manière que nous incitons nos clients à s'engager. Donc nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous infusons chez eux. Être un acteur engagé, c'est être au cœur des développements des territoires, et réciproquement, être au cœur des développements des territoires, c'est être un acteur engagé. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'entreprise doit être prioritairement inspirante et engagée. Engagée pour être inspirante, inspirante pour se développer et ainsi être durable. Voilà ce que nous essayons de faire dans notre quotidien. Ce soir, finalement, vous nous permettez de rendre un peu mieux lisible le sens que nous donnons à notre activité en l'inscrivant dans une perspective plus globale et dans une dynamique de société. Je vous remercie donc. Au nom d'Arcom, au nom de nos collaborateurs, je suis ravi de participer au lancement de ce fonds héritage. Au-delà des médailles potentielles, les exploits que nous susciterons seront inspirants, tout au moins je l'espère, pour notre territoire et pour nos concitoyens. Nous ferons ainsi œuvre commune, nous aurons fait société ensemble. Je vous remercie. Et je prends le pari, Cédric Angelone, que vous allez aussi convaincre des entreprises que vous accompagnez à rejoindre le fonds. Nos clients, on va essayer. J'espère bien. On verra tout cela dans quelques temps. Merci. Je vais demander maintenant à Jean-Christophe Serfati de me rejoindre ici, le PDG de la Provence. Alors, un engagement fort également. Quelques mots à ce sujet. Oui. Ça marche ? Ouais. Alors, je suis très heureux d'être ici ce soir en tant que premier mécène bronze du fonds de dotation Héritage Sport. Donc c'est bien. Oui. Ouais. Hervé a rappelé précédemment que le fonds de dotation était avant tout un outil juridique au service de l'intérêt général. Je considère que l'intérêt général est aussi une affaire d'entreprise. Et je tenais à inscrire le groupe La Provence dans cette dynamique territoriale. D'autant que l'offre du fonds de dotation correspond à une vraie opportunité pour nos entreprises. En effet, en participant à la réussite de nos athlètes régionaux, en vue des JO 2024, il nous permet d'être acteurs, à notre échelle bien sûr, en toute humilité, d'un événement planétaire que nous ne rêverons pas sans doute, comme l'a dit notre ami Jean-Luc, pendant 100 ans. Enfin, même plus peut-être. En convainquant le dirigeant d'associer l'image de sa société à un sportif, le fonds de dotation en fait l'ambassadeur dans nos entreprises et sur notre territoire du développement du sport comme outil de RSE. Et nous savons que c'est dans l'intérêt de tous, salariés comme actionnaires. Nous avons été nombreux à être partenaires, il y a Raymond par là, de Marseille, capitale de la culture 2013. Nous ne pouvons pas passer à côté des JO 2024. Et cette initiative du président du CROSS, merci Hervé, me semble être une excellente manière d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est le choix que j'ai fait pour le groupe La Provence et pour lequel je tenais à témoigner aujourd'hui pour inciter petites et grandes entreprises à se mobiliser, car au bout du compte, il s'agit toujours d'œuvrer à l'attractivité de notre territoire. Et vous pourrez compter sur La Provence pour le faire. Merci à tous. Et c'est vrai que Jean-Christophe Serfati, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Bernard Tapie, qui, je pense, aurait approuvé totalement ce choix. Et c'est tout à fait dans sa ligne, de sa façon de faire. Oui, bien sûr. Le sport, ça c'est clair. Le sport, et je pense que c'est quelque chose qui lui aurait plu. Je pense qu'il y a nos journalistes, il y a la vidéo, ça. Vous pouvez compter sur moi, en tout cas, cher Hervé, pour en faire l'écho. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Alors, on a déjà évoqué aussi, plusieurs fois pendant cette soirée, le projet formidable et passionnant que Raymond Vidil va aborder maintenant à mes côtés. Je lui ai demandé de me rejoindre, président de l'association MP Culture. Vous allez nous parler de l'Olympiade culturelle et vous allez bien sûr venir avec Jean-François Chounier, président du MUSEM, qui va se joindre à vous. Voilà 2 micros, messieurs, pour vous entendre présenter. La zapette, elle est là. La voici. Pour vous entendre vous présenter justement ce qu'est l'Olympiade culturelle. Messieurs, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'étais très touché par ces mots sur l'engagement de notre sportif invité. C'est un mot souvent que nous employons dans notre langage économique. Il n'est peut-être pas porté tout le temps à ce niveau. Merci pour ce moment d'émotion. C'est sans doute pas pour rien qu'on est réunis dans ce salon d'honneur. Pour ceux qui ont des bons yeux, vous verrez, on est entouré de blasons de grandes villes portuaires, là, Londres, de l'autre côté Hambourg. On n'a pas besoin de le rappeler, c'est sans doute pour rappeler notre formidable vocation portuaire, mais aussi notre ouverture au monde. Et je pense que c'est les deux qui nous obligent aussi à être à la hauteur de ce rendez-vous et de cette invitation. Donc MP Culture, c'est un outil un peu unique, créé dans le sillage de 2013, qu'avait porté Jean-François. Ça a été fait pour rapprocher les acteurs culturels et les acteurs économiques et prolonger ce formidable moment de 2013 pour être au rendez-vous en mettant en œuvre des grands projets collectifs. Et bien sûr, vous l'avez tous rappelé, on ne peut pas rater ce formidable rendez-vous. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques en France. Je pense qu'en les ayant cette fois, on va raccourcir l'intervalle avec les prochains. Mais pour tous ceux qui sont ici ce soir, cette génération, on va les vivre et ça sera chez nous. Voilà, donc le baron de Coubertin, à l'origine, avait imaginé, dans la naissance des Jeux Olympiques modernes, l'Olympiade culturelle. Et donc avec le CROSS, on va naviguer ensemble, on dit de conserve dans le maritime, côte à côte, pour porter les 2 grands projets officiels du dispositif des Jeux Olympiques d'accompagnement, que sont Héritage et l'Olympiade culturelle. Bon, maintenant, il faut délivrer. On a 3 ans. L'Olympiade culturelle, son calendrier, c'est le temps qui nous sépare des Jeux. C'est de maintenant jusqu'au mois de juillet 2024. On doit délivrer donc des événements à caractère sportif et culturel. L'invitation des Olympiades culturelles, c'est de conjuguer les deux. Et nous avons imaginé des temps forts dans ce calendrier. Donc il y en aura 5, ça sera le printemps et l'automne, en plus des événements qui nous seront proposés par le dispositif olympique. Et donc on va tenir cette distance en délivrant sur tout le territoire. Et donc je voudrais aborder cette chance que nous avons. On a la rade, on a un littoral maritime, mais il est augmenté par celui de l'étang de Berre. Autour de l'étang de Berre, il y a de nombreuses villes qui ont été donc terre de jeu, qui vont se rajouter. Donc MP Culture aujourd'hui, c'est les acteurs économiques rassemblés ce soir, et bien sûr représentés par la Chambre qui est membre fondateur de MP Culture, aux côtés du Top 20, de Mécènes du Sud et de AMU. C'est l'ensemble des collectivités, c'est plus de 20 villes, dont toutes celles du littoral et de l'étang de Berre. C'est les acteurs culturels, avec cet outil particulier que nous avons, qui est le comité d'orientation artistique animé par Jean-François. Les acteurs culturels sont nombreux ce soir. Et enfin, une évolution de MP Culture pour l'Olympiade, c'est d'élargir sa composition aux acteurs sportifs. Et ce soir, nous avons écouté donc Hervé Lieberman, mais il y a aussi Dominique Abadi, qui va avoir la responsabilité de constituer le comité sportif de MP Culture pour l'Olympiade culturelle. Je vais passer la parole à Jean-François parce que maintenant on va délivrer un contenu avec des événements et puis je vous dirai quelques mots sur la relation qu'on peut construire ensemble avec les acteurs économiques. Donc bonsoir à toutes et à tous, on a bâti 4 thématiques. Alors évidemment ce sont des thématiques qui sont pour l'instant larges, qu'il faut construire collectivement, que je vais rapidement évoquer. Donc, l'une d'entre elles a déjà été évoquée par Raymond Vidil, puisque
Le territoire est un territoire dit en bassin versant, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le littoral. Alors on a bâti l'idée d'avoir une thématique qu'on appellera « Ici commence la mer », ce qui est, inverse un petit peu le rapport qu'on peut avoir d'habitude sur ces sujets-là. La deuxième thématique sur laquelle je dirais un tout petit peu plus, c'est le fait d'élargir cette thématique de l'Olympiade culturelle, enfin des années et des mois qui nous rapprochent de 2024, en travaillant bien sûr sur la voile, mais également sur l'ensemble des sports de glisse. On en a évoqué quelques-uns dans la présentation de Cédric Dufoy, qui peuvent à la fois, disons, rapprocher le caractère très spécialisé que peuvent avoir les épreuves de voile d'autres disciplines qui sont largement pratiquées sur notre territoire. Je pense au breakdance qui fait son entrée évidemment dans les sports officiels de 2024. La troisième thématique, on l'a intitulée Balcon, Vigie et Belvédère. Ça se passe de commentaires. C'est notre côté poétique, donc vous nous excuserez, mais je pense que la terminologie est assez belle. C'est l'idée d'avoir des manifestations artistiques, des interventions artistiques, art plastique. On l'avait d'ailleurs déjà fait en 2013 sur certains points, donc des vues sur mer. Et le quatrième thème, qui fait écho d'ailleurs à la dimension qui a été rappelée plusieurs fois, donc je n'insisterai pas, c'est le care, le soin que l'on peut mettre dans la partie non seulement des épreuves, mais également dans la dimension culturelle qui accompagne l'Olympiade culturelle. Voilà très rapidement énumérer les 4 axes sur lesquels les acteurs culturels de l'association se sont mobilisés. Raymond Vidil ne l'a pas dit, il y a dans les 15 fondateurs, culturels qui sont pas seulement marseillais, qui vont bien sûr des festivals de Marseille, festival de jazz, festival de Marseille également, le FRAC bien sûr qui est très mobilisé avec sa nouvelle directrice sur la préparation de l'Olympiade culturelle, mais c'est aussi le Ballet Prêche-Locage, le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et beaucoup d'autres. Je ne vais pas les énumérer au risque évidemment d'en oublier. Donc là, cette énumération est une énumération très schématique, mais qu'il faudra construire et nourrir collectivement. Donc ça sera les ingrédients classiques des temps forts tels qu'on peut les bâtir en matière culturelle. Ce seront à la fois du festif, bien sûr, en espace public, notamment la reprise d'une initiative qui nous a beaucoup aidé à prototyper en quelque sorte ce que peut être un rassemblement art et sport. La manifestation qui s'est appelée Bleu, qui a eu lieu il y a quelques semaines sur le Vieux-Port et qui, sans grands moyens, il faut le reconnaître, avec même des moyens dérisoires, a pu mobiliser un dimanche sur la Canebière et sur le Vieux-Port une participation importante. Mais c'est aussi bien sûr des expos, des résidences artistiques, des artistes dans les clubs, c'est presque le pendant de ce qu'évoquait M. Lieberman tout à l'heure sur les sportifs en entreprise. On retrouve cette logique qui avait d'ailleurs été une logique très structurante de la capitale européenne de la culture. Le tout, c'est le dernier mot de ce slide, en écriture partagée avec les communes, parce que vous avez rappelé la mobilisation exceptionnelle des communes en termes de terres de jeu. C'est évidemment la même dynamique que nous avons avec les communes du département des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Jean-François. Mobiliser les publics, tous les publics, un large public, depuis tous nos villages jusqu'au littoral. Appuyer l'attractivité du territoire et mettre en valeur tous ses talents, et enfin, bien sûr, œuvrer à son rayonnement. Donc pour ça, on a 5 temps forts, 5 saisons qui nous séparent d'ici les Jeux Olympiques. Il faut préciser que l'Olympiade culturelle ne comprend pas le festival olympique qui est porté par le COJO pendant le temps des Jeux. Donc notre responsabilité, c'est d'animer le territoire, de le mettre en tension sur l'événement, de mobiliser les publics et de les préparer donc à l'événement. Donc pour ces 5 temps forts, on a construit un budget de 5 millions. Il est financé pour la plus grosse partie, les 2 tiers, par l'ensemble des collectivités et des villes et de l'État
qui ont déjà donc, donné donc, leur accord. Il reste un tiers. Il faut le trouver dans le monde des partenaires, en partie par les partenaires officiels qui ont été cités tout à l'heure par Cédric, mais pas que. Il faut aussi donc le trouver de la même façon que tout à l'heure Hervé nous y a invités pour accompagner les sportifs, aussi donc les entreprises du territoire, avec une grille assez similaire à celle qui a été évoquée tout à l'heure, de façon à ce qu'on participe tous en étant associés soit à un événement, soit à une saison, soit à un lieu. Donc la grille vous sera présentée dès qu'on aura finalisé le programme déjà de la première saison, et ça sera donc pour la fin de l'année. Donc notre objectif, c'est d'associer les entreprises et leurs salariés à cette animation du territoire. Bon, on a déjà démontré qu'on savait le faire en 2013. On en a fait une réplique en 2018. Il faut être à la hauteur de cet événement. Je terminerai par cette originalité d'MP Culture. C'est un dispositif qui nous a réunis, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est tous les deux donc, ensemble pour en parler. Eh bien, on va associer donc les sportifs, donc et art, sport et économie. Ça va nous permettre tous ensemble d'être à la hauteur de cet événement qui nous engage. Bonne soirée. Merci beaucoup, on a hâte. Non, je vais vous demander juste de rester, voilà, pour qu'on puisse faire une photo. Deux petites secondes, je vous promets. Voilà. Isabelle, madame, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'ils sont pressés. Ben oui, mais il y en a qui vont partir entre moi. Je voudrais vraiment avoir tout le monde sur la photo. Juste un mot de conclusion pendant que nos amis s'installent pour nos amis qui sont dans la salle. D'abord, encore vous remercier pour votre présence ce soir. Vous remercier, donc vous dire, voilà, on vous a présenté un dispositif dans lequel la Chambre de commerce va prendre toute sa place en tant que guichet d'information pour vous tous, pour toutes les entreprises, pour accompagner les structures sportives, pour accompagner les sportifs. Notre sportive, elle est où? Je la cherche. Voilà. C'est pas moi. Avec toi, pour accompagner aussi nos artistes, pour faire en sorte cette réussite. Ça va se matérialiser à travers une information qu'on va vous donner, à travers l'achat local, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, je voudrais évoquer un troisième point avec vous, avant que vous partiez, et avec les partenaires. Je vous propose que nous lancions ce fameux, ce que j'ai dit tout à l'heure, un petit peu comme ça, sous forme de boutade, ce fameux club Aix-Marseille-Provence 2024. C'est quoi ce club Aix-Marseille-Provence 2024 que je vous propose? C'est ni plus ni moins que ce que vient de vous proposer Raymond. L'alliance du monde sportif, l'alliance du monde culturel et l'alliance du monde économique. Pour faire des JO, la grande fête de ce territoire. Bien sûr, les collectivités, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. On vous accueille avec grand plaisir avec nous. On a prouvé qu'ensemble, le monde économique et le monde culturel, on savait faire de très grands événements avec Marseille-Provence 2013. On l'a répliqué, comme l'a dit Raymond, en 2018. On va prouver cette fois, pour MP 2024, pour Club AMP 2024, que monde sportif, monde culturel, monde économique, on peut faire des grandes choses avec nos collectivités en plus. Donc voilà, c'est un appel supplémentaire qui permettra aux entreprises du territoire, qui permettra aux artistes du territoire, qui permettra aux sportifs du territoire, même si on ne peut pas utiliser les anneaux, j'ai bien compris ça, de pouvoir se démarquer dans un club qui marque l'engagement, l'excellence de notre territoire pour la réalisation des Jeux Olympiques 2024. Merci à tous. Merci. On va peut-être faire la photo, on va la faire la photo de ce côté, si vous pouviez passer devant, parce que ça coupe trop. Voilà, passez juste devant, ça sera mieux, je pense, pour la photo. Merci. Là, avancez, mettez-vous devant le desk.